Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et voici le sommaire de ce 28 juin. L'intervention policière de Nanterre n'était manifestement pas conforme aux règles. Elisabeth Borne a réagi à la mort de Nahel en tirant les leçons de la vidéo accablante pour les forces de l'ordre. Emmanuel Macron parle de son côté d'un acte inexplicable et inexcusable et ça provoque la colère de certains syndicats de policiers. Ils demandent que la présomption d'innocence soit respectée. Quant au maire de Nanterre, il appelle au calme. Arrêtons cette spirale destructrice. Protégeons nos quartiers, nos biens communs, qu'ensemble nous avons eu tant de mal à construire et à rénover. Comment éviter de nouvelles émeutes? Faut-il revoir la loi qui régit l'usage des armes par les policiers et les gendarmes? On en débat juste après ces titres. Et puis tout à l'heure, c'est dans le monde de l'espionnage que je vous emmène. Plusieurs experts internationaux affirment que la guerre en Ukraine a ouvert une nouvelle ère, une décennie des espions. Quels sont les moyens, notamment technologiques, des services de renseignement? Quel est le profil des agents secrets des années 2020? La France a-t-elle les moyens de se protéger efficacement? Ne ratez pas l'analyse et les récits de nos invités dans 45 minutes. Mais d'abord, on remonte le fil de cette journée où, après la mort d'un adolescent de 17 ans, tué sous les tirs d'un policier, l'émotion est montée jusqu'au sommet de l'État. Audrey Bétaz. Le drame de Nanterre interpelle jusqu'au sommet de l'État. Ce midi, Emmanuel Macron a interrompu quelques minutes son déplacement à Marseille pour évoquer la mort de Nahel, 17 ans, tué lors d'un contrôle de police. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert. Un appel au calme après une nuit de tension, de violence et d'affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre dans plusieurs villes de la banlieue parisienne. Un embrasement déclenché par la mort de l'adolescent quelques heures plus tôt. La scène a été filmée par un passant. On y voit deux policiers arrêter la voiture jaune de Nahel qui circule sans permis. Mis en joue par l'un des agents, il redémarre avant d'être touché mortellement et à bout portant au thorax. Interpellé par 3 fois par la gauche sénatoriale. L'émotion est très vive dans le pays. J'ai mal à ma France, a tweeté Kylian Mbappé, disant avec ces mots ce que ressentent, je crois, des millions de jeunes et de parents. Le gouvernement et la première ministre décrivent une vidéo choquante. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La droite, quant à elle, appelle à ne pas jeter l'opprobre sur toute la police. Je vois bien que, et notamment à gauche et à l'extrême gauche surtout, on tente de passer du procès d'un policier au procès de toute la police, ou bien d'un certain nombre de modalités de doctrine d'emploi des armes. Je pense qu'on n'en est pas là. S'il y a eu une faute grave, elle est de toute façon très grave par ses conséquences, il faudra une sanction très très ferme. Le policier auteur du tir est actuellement en garde à vue pour homicide volontaire. La famille de Nahel, de son côté, a annoncé porter plainte. Ce soir, 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés en prévention de nouveaux affrontements. Et je vous présente tout de suite mes invités. Loïc Hervé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur de la Haute-Savoie, membre du groupe Union centriste et membre de la commission des lois. Magali Lafourcade, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes magistrate, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. J'accueille également Sonia Fibleuil, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes porte-parole de la police nationale. Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu, éditorialiste politique. Loïc Hervé, on va réfléchir ensemble aux questions posées par ce drame, sur l'usage des armes par les forces de l'ordre, sur la multiplication des refus d'obtempérer aussi. Il y a ces notions qui sont importantes. Mais il y a d'abord l'émotion. J'imagine que vous pensez à la famille de Nahel ce soir. Oui, parce que les images qu'on a vues sont des images qui sont troublantes, qu'il faudra d'ailleurs corréler avec d'autres images. Je ne sais pas si ces policiers portaient sur eux la caméra piéton, que le législateur a permis et qu'ils doivent normalement porter...
sais pas si ce sont des motards, donc je ne sais pas si c'était le cas, s'ils étaient allumés et si les images ont été saisies. En tous les cas, oui, évidemment, rien ne justifiait que ce jeune soit tué, mais je vois trois moments. Il y a un moment de l'arrestation, c'est-à-dire du moment où le véhicule est arrêté. C'est un jeune qui conduit sans permis, un véhicule qui est une grosse cylindrée, et on voit sur les vidéos les policiers le tenir en joue. Pourquoi ? Donc ça, c'est l'enquête interne, pénale. J'imagine aussi l'enquête disciplinaire, parce qu'il y aura deux enquêtes parallèles qui vont être conduites. Il y a ensuite le délit de fuite, avec un tir, et le véhicule qui va s'arrêter quelques centaines de mètres plus tard. Et puis il y a tout ce qu'on vit depuis ce moment, une très grande émotion dans le pays, puisqu'il y a eu un décès d'un jeune, et puis une situation très compliquée hier soir à Nanterre, qui fait que les responsables politiques dont je fais partie doivent appeler au calme, au respect du temps du deuil pour la famille, évidemment, aussi au respect de l'enquête judiciaire et des grands principes. Il y a un principe dans notre pays qui s'appelle la présomption d'innocence. Il est applicable à ces deux policiers, évidemment, et un temps aussi de débat politique qui va s'ouvrir, puisque de ce qui s'est passé, nous devons sans doute tirer un certain nombre de conséquences. C'est d'ailleurs déjà ouvert, on a eu beaucoup de réactions et on en citera quelques-unes dans ce débat. Magali Lafourcade, au-delà de l'émotion, quelles leçons vous tirez de ce qui s'est passé ? Alors moi je crois qu'effectivement la première leçon c'est la retenue et le sens du deuil et de l'émotion qu'on voit dans les paroles politiques, parce qu'on n'a pas toujours eu ce phénomène-là. Et là je trouve que toute la classe politique s'est mise en ordre de marche pour pouvoir avoir un discours cohérent et qui est respectueux, donc loin d'une criminalisation de la victime, ce qu'on a pu commencer à percevoir au début de la séquence. Donc là, notamment dans la réaction d'un syndicat de police. Qui serait très minoritaire, mais donc voilà. Qui pesait un tout petit peu plus de 3%. Et qui rappelait du coup les mauvais souvenirs de 2005. Et je pense que l'enjeu, il est aussi d'ordre public et de respect des individus dans les quartiers populaires, c'est-à-dire de ne pas susciter l'embrasement en ayant un cadrage politique et médiatique qui ne soit pas coordonné, cohérent avec la réalité des faits. Ça, c'est la première chose. Mais quand j'entends un responsable politique dire qu'il ne faut pas faire le procès de la police, non, mais il ne faut pas non plus considérer que ce sont des cas qui sont absolument isolés d'une personne qui aurait éventuellement mal agi, avec bien sûr le principe de respect de la présomption d'innocence qui est absolument cardinal. Il faut quand même aussi analyser les causes structurelles et le fait qu'il y a eu quand même une multiplication par 5 du nombre de personnes tuées dans le cadre des refus d'obtempérer depuis la loi de 2017. Alors ça, on y reviendra et on détaillera ce qu'était effectivement la loi 2017. À l'époque, c'était Bernard Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur. Sonia Fibleuil, les réactions politiques, on y reviendra, mais est-ce que vous jugez vous aussi qu'elles ont été mesurées, ou est-ce que vous craignez justement ce moment-là qui s'amorce depuis quelques heures de récupération, je mets des guillemets, ou de combat politique autour de ce qui s'est passé à Nanterre ? Alors, tout d'abord, on s'associe évidemment à l'émotion qui est provoquée par les images, évidemment par les conséquences dramatiques de ce qui s'est passé. On a une pensée évidemment pour la famille, pour ses proches. Maintenant, nous avons une enquête qui est en cours et je comprends qu'il y a le temps de l'émotion que nous vivons actuellement, aujourd'hui et cette nuit également, la nuit dernière, et puis le temps de l'enquête, qui n'est pas ni le temps médiatique ni le temps de l'émotion. Et qui nous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur les circonstances dont vous avez parlé, monsieur, en amont, et sur les circonstances donc du contrôle routier, et puis sur l'usage de l'arme en l'occurrence. Et ce qui est difficile, mais je suis d'accord avec vous, essayons collectivement de respecter ce temps, mais les vidéos, parce qu'il y en a plusieurs, incitent à apporter un jugement rapide. On va revoir une vidéo, et je pense qu'on l'a vu dans le sujet, mais sans ces images du contrôle routier meurtrier à Nanterre, on aurait ce soir la version des policiers qui parlent de légitime défense pour justifier le tir. Et cette vidéo, il y en a d'autres, encore une fois, elle change tout. C'est ce que dit l'avocat de la famille de Nahel. On l'écoute tout de suite. C'est une affaire extrêmement grave. Il y a donc cette vidéo qui montre clairement qu'un policier a abattu un jeune homme de sang-froid. Aujourd'hui, le policier qui a tiré est en garde à vue. Nous souhaitons donc que les choses se poursuivent d'une manière sereine, mais nous serons bien entendu vigilants, car l'homicide volontaire existe dans ce dossier. Il n'y a pas de légitime défense. Mes clients souhaitent que la loi soit appliquée et que le policier soit mis en examen pour homicide volontaire, poursuivi, et je pense que seul
une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser. Loïc Hervé, ce qu'on voit là, c'est que les enquêteurs, ils vont travailler sous pression. Ils vont travailler sous pression populaire. Il y a le risque des émeutes, sous pression politique. Les politiques réagissent, et c'est logique, c'est normal. Sous pression médiatique aussi, les médias jouent leur rôle. Est-ce qu'on peut espérer une justice sereine dans un contexte de pression comme celui-là? Oui, parce que nous sommes une démocratie, que nous avons une justice indépendante. Et que les magistrats qui vont être en charge de cette affaire, moi je veux bien qu'on puisse affirmer des choses comme vous le faites et dire la vidéo est explicite et donner la parole à l'avocat d'une des parties, en l'espèce l'avocat de la famille de la victime, en disant voilà, la vérité est déjà établie. C'est ce que dit l'avocat. Le procureur, à l'instant où on se parle, le procureur de Nanterre n'a pas encore pris la parole. Voilà, donc je voudrais quand même qu'on respecte ce temps judiciaire-là, qui est un temps judiciaire court. Hein. On ne parle pas de l'enquête et d'une éventuelle incarcération, du contradictoire, etc. Je parle de l'enquête immédiate. Est-ce qu'il y a des images est-ce que ces policiers portaient des caméras piétons? Est-ce qu'ils ont des images? Est-ce que ce qu'ils ont à dire est corroboré par des éléments matériels autres que les vidéos que vous donnez et l'avis de l'avocat de la famille? Par exemple, on s'est posé la question hier soir, est-ce qu'il pouvait y avoir des armes, par exemple, dans la voiture? Je pense que si on avait trouvé des armes, on le saurait déjà. Ben vous ne le savez pas, je ne le sais pas, le procureur a déjà parlé. Je voudrais pas faire diversion, mais je voudrais vous parler d'Annecy. Vous voyez, quand les premières réactions sont arrivées sur ce qui s'est passé à Annecy, le préfet de la Haute-Savoie, la procureure d'Annecy n'avait pas encore pris la parole, que déjà des vérités politiques étaient assénées dans les médias en disant « mais vous savez, c'est ça, c'est un terroriste, etc. » Gardons-nous de tout ça, parce que si nous voulons apaiser la situation, ça ne sert à rien de faire des commentaires en l'air alors que nous avons très peu d'éléments. Je rappelle que vous êtes sénateur de Haute-Savoie et donc au cœur de ce qui s'est passé à Annecy. Maggie Lafourcade, votre avis là-dessus? Est-ce qu'on va trop vite en regardant les images de ces vidéos? Alors bien sûr qu'on va trop vite en regardant les images, puisque moi j'ai été juge d'instruction, je peux vous dire que j'ai rarement retrouvé les dossiers que j'avais en charge quand ils étaient... avec une telle pression médiatique? Voilà, non, ça se passe de manière très sereine, hein, la justice, on est indépendant, etc. Non, c'est plutôt que ce qui est restitué dans les médias est loin de la vérité des dossiers. D'accord. Donc il faut savoir mieux regarder, il faut voir tout ce qui est possible, l'enquête va être conduite. Comme on sait qu'on a un policier en garde à vue, ça veut dire que très rapidement, puisque la garde à vue elle a un temps limité dans la procédure pénale, il y aura une décision d'ouverture d'information judiciaire, puisqu'on est sur un cas éventuellement d'homicide volontaire, donc c'est criminel, donc c'est obligatoire de saisir un juge d'instruction, et à ce moment-là, on saura s'il y a des indices graves ou concordants, laissant présumer la participation du policier à un homicide volontaire, auquel cas, ça signifie une mise en examen, et ensuite l'enquête suivra son cours. Mais la pression médiatique n'entrave pas du tout le rôle d'un juge d'instruction qui je vous crois, sur des éléments. Mais les juges sont humains. Et ils sont liés au parquet. Et on sait que s'il y a par exemple une décision d'homicide involontaire, on imagine les conséquences populaires dans certaines cités. Là, dans la justice comme ça, qui se mène au long cours avec un travail d'enquête soigneux, avec la police judiciaire, etc., on n'est pas dans la recherche de l'émotion et on n'est pas non plus dans la culture de l'aveu. Ce qu'on veut, c'est des éléments tangibles. Voilà. Et là, on est dans une période où, grâce aux caméras, grâce aux vidéos sauvages qu'on a comme ça, mais qui sont extrêmement instructives, le citoyen se fait son opinion, mais le juge aura aussi des éléments tangibles pour se faire son opinion. Donc moi, je ne suis pas inquiète sur la manifestation de la vérité. Ça, c'est très important. Par contre, je suis beaucoup plus inquiète sur le ressenti par la population locale de la façon dont ces sujets-là sont traités d'un point de vue judiciaire. Et avec les conséquences à moyen et long terme sur la relation entre ces populations et la police. Sonia Filbloy, je ne vais pas vous demander de vous engager sur l'affaire elle-même, mais peut-être sur la procédure. Comment ça se passe quand un policier est mis en cause dans une affaire comme celle-là? Il est entendu effectivement par il y a plusieurs procédures en cours, procédures internes, externes. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Tout à fait, c'est le cas. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Madame pour m'associer pleinement à la sérénité que nous pouvons avoir avec les magistrats pour conduire les enquêtes. Parce que vous parliez des policiers qui sont sous pression, mais les policiers sont sous pression quasiment H24. Et on a régulièrement des enquêtes de ce type extrêmement médiatiques. Vous avez fait référence à Annecy, monsieur, tout à l'heure. Enfin, on est constamment sous les feux de la rampe et sous les feux médiatiques et sous les feux des réseaux sociaux pour enquêter. On a l'habitude de gérer cette pression.
et avec sérénité et en lien avec les magistrats pour lesquels nous travaillons. Donc oui, c'est notre quotidien. Pour répondre à votre question précisément, l'enquête se fait de la manière suivante. Vous savez que l'IGPN est saisi dans le cadre de cette enquête et que le procureur de la République de Nanterre est saisi également. Donc il y a une double enquête, une enquête à la fois sur l'usage de l'arme du policier en question et donc l'homicide, les chefs d'homicide volontaire pour lesquels il encourt une peine criminelle. Mais ça, l'avenir nous le dira puisqu'on ne sait pas actuellement où en est l'enquête. Et puis d'autre part, l'enquête sur le refus d'obtempérer commis par l'auteur et ses co-auteurs qui l'accompagnaient et celui qui est décédé, qui est l'auteur principal de l'infraction. Donc deux enquêtes parallèles que nous menons avec deux services différents, donc des policiers distincts, pour pouvoir établir la vérité, qui est la vérité judiciaire. Mais je tiens à rappeler qu'en matière de vérité judiciaire, chacun a sa vérité, si vous voulez. Nous avons une vérité qui se fonde sur nos propres réalités, les réalités des policiers, les réalités des magistrats, les réalités des citoyens, les réalités des politiques que nous vivons tous. Mais la réalité judiciaire, c'est la somme d'actes objectifs qui sont menés par les policiers et sous l'autorité des magistrats. Et c'est cette réalité judiciaire, in fine, qui comptera. Avec toujours cette difficulté dont on a parlé souvent ici, de décalage entre le temps médiatique, on veut des réponses rapides, et j'en prends ma part, hein, les journalistes participent de cette espèce d'urgence, mais bon, c'est aussi, Mathieu, je vous vois réagir, c'est aussi une sorte de pression politique quand même, oui, c'est assez logique. C'est plus une question de temps médiatique, puisque la vidéo elle sort sur les réseaux sociaux, filmée par quelqu'un qui n'est pas dans les médias, entre guillemets. Alors les réseaux sociaux sont des médias, et c'était pareil à Annecy. C'est-à-dire qu'on est tous frappés par des éléments de réalité qui nous sont présentés sous un certain angle, pris selon un certain point de vue, par une certaine personne à un moment T. Et donc après, on analyse. Alors après, cette affaire elle est compliquée parce qu'il y a plusieurs logiques qui se percutent. Il y a ceux qui veulent comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces deux policiers. Comment des policiers en viennent à mettre en joue comme ça un jeune, on ne sait même pas qui est jeune quand on voit la vidéo, mais un chauffeur, et à lui tirer dessus. Est-ce qu'on est sur un pétage de plomb individuel? Le problème, c'est qu'ils sont deux, donc deux pétages de plomb, ou un qui n'arrive pas à calmer l'autre. Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus systémique, et on en parlera tout à l'heure, avec cette idée qui est déjà avancée par des politiques? Parce que moi, je trouve que l'émotion, le temps d'émotion n'est pas tellement respecté, parce que dès hier, les gens disaient, c'est la faute à la loi de 2017. Peut-être est-ce le cas, mais qui en gros aurait instauré une forme de climat de permissivité ou un côté plus shérif chez les policiers. Et puis de l'autre côté, il y a les gens qui veulent comprendre voilà, ce qui se passait dans cette voiture. Et c'est l'enquête dont vous parliez sur le refus d'obtempérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les avocats de la famille nous disent non, la vérité, elle est dite par les images, il ne faut pas enquêter sur le passé du jeune homme. Donc on est dans un moment où plusieurs logiques se percutent. Je me permets de rebondir, mais les policiers ne pètent pas les plombs, comme vous dites. Les policiers sont des professionnels qui sont formés et qui sont aguerris à des situations difficiles. Par contre, ce sont des êtres humains qui ont une perception du danger, et on y reviendra pour le cadre juridique dans lequel nous évoluons, qu'il s'agisse de la légitime défense ou de cette fameuse loi du 28 février 2017, en son alinéa 4 qui nous est particulièrement mis sur le devant de la scène avec cette vidéo. Mais non, nous sommes des professionnels et nous réagissons professionnels, humains et professionnels. Alors, cette loi, on va en parler tout de suite. Je vous donne, il y a deux chiffres sur lesquels on va réfléchir ensemble dans ce débat. Celui sur l'usage des armes par des policiers lors de refus d'obtempérer. Je vous le propose. En 2022, 13 personnes ont été tuées par des tirs de la police française sur leur véhicule. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est une forte augmentation. Et puis, il y a le chiffre sur le nombre de refus d'obtempérer, qui est lui aussi en très, très forte augmentation. Et là, c'est sur plus d'une décennie, c'est sur une douzaine d'années. On y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, effectivement, vous en parliez, gros plan sur cette loi de 2017. Samia Dechir, vous pouvez nous rejoindre tout de suite. Bonsoir Samia et bienvenue. 2017, on peut dire que c'est un tournant. Expliquez-nous pourquoi. Parce que la loi a changé suite à un événement. En 2016, une voiture de police est attaquée au cocktail Molotov à Viry-Châtillon dans l'Essonne. 4 policiers sont à l'intérieur. Ils échappent au pire, non sans de graves blessures. Et là, sous la pression d'une partie des syndicats policiers, une loi va être adoptée un an plus tard pour assouplir les conditions dans lesquelles les policiers ont le droit de faire usage de leurs armes. En fait, avant 2017, il n'y avait pas vraiment de texte particulier les concernant. Seule la légitime défense pouvait justifier un tir policier, comme pour presque tout autre citoyen, en fait. Et depuis 2017, les policiers sont soumis
soumis aux mêmes règles que les gendarmes. Et elles sont plus souples, ces règles, puisqu'ils peuvent ouvrir le feu dans 5 situations identifiées. En cas d'atteinte ou de menace à leur vie, après sommation, s'ils ne peuvent pas se défendre ou protéger un tiers. Pour empêcher un meurtre, ils peuvent également tirer pour neutraliser un individu qui voudrait fuir et qui pourrait s'en prendre à des tiers dans sa fuite. Et enfin, peut-être le cas qui nous intéresse le plus aujourd'hui, Thomas, c'est si un refus d'obtempérer de la part d'un automobiliste peut menacer physiquement un policier. Et depuis, on observe une augmentation du nombre de tirs lors de contrôles routiers. Oui, on va regarder ensemble un graphique parce qu'il est assez parlant. Il est issu du rapport de l'IGPN, l'inspection de la police. En 2017, il y a un véritable bond du nombre de tirs sur des véhicules en mouvement. 202 contre 137 l'année précédente. Ça fait tout de même une augmentation de plus de 47%, si mes calculs sont bons, donc plus du double. Depuis, le nombre de tirs a de nouveau diminué, mais avec une moyenne de 150 tirs par an, on reste quand même à un niveau qui est plus élevé qu'avant la loi de 2017. Alors, on n'a pas de chiffres plus récents que 2021, sauf peut-être un bilan que vous avez rappelé tout à l'heure, Thomas. Oui. 13 personnes sont mortes visées par un tir policier à la suite d'un refus d'obtempérer en 2022. Et cette loi, elle est pointée du doigt par certains qui veulent la changer. La gauche, surtout, veut revenir sur cette loi, Thomas. Ça a largement occupé les débats cet après-midi au Sénat, lors des questions d'actualité au gouvernement. Le sénateur écologiste Thomas Dossus a interpellé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Regardez leur échange. Cette loi est manifestement trop laxiste. Elle a manifestement permis le développement d'un sentiment d'impunité qui, hier, a conduit à un drame. Monsieur le ministre, si vous voulez que le calme revienne, et nous l'appelons de nos vœux, il est temps de revenir sur cette loi. Combien de morts supplémentaires faudra-t-il pour que vous en preniez conscience ? Il faut avoir de la dignité. Les images que nous avons tous vues sont choquantes parce que ça ne correspond pas à la loi 2017. Loi 2017 que je ne veux pas ici particulièrement justifier devant vous, n'ayant pas été son auteur, mais surtout trouvant que c'est le temps du deuil, du recueillement et de la dignité républicaine et non de la récupération politique. Voilà pour cet échange. Merci Samia pour toutes ces informations. Loïc Hervé, à l'aune de ces explications, de ces chiffres, est-ce que vous pensez qu'il faut revoir la loi ? Moi, je pense que non. Je ne tire pas des éléments statistiques que vous avez communiqués, les éléments de conséquences qu'on dit. Je ne trouve pas que les chiffres sont aussi éloquents que ça. Il y a effectivement un pic en 2017, mais sinon, c'est assez linéaire. 116, 157, 153. Bon, bref. Non, je pense pas. J'invite d'ailleurs mes collègues parlementaires qui en ont l'opportunité d'aller sur un contrôle routier de la police ou de la gendarmerie pour qu'ils se rendent compte de ce dont il s'agit. Je viens de le faire. Je l'ai fait il y a 3 semaines ou 1 mois, dans mon département, dans une agglomération, avec un déploiement de contrôle à l'initiative de la gendarmerie, mais aussi de la police, de la douane, de la police suisse. Et vous avez, dans la soirée, plusieurs refus d'obtempérer. En fait, c'est devenu quelque chose de normal. Ce qui était quelque chose d'assez logique dans l'éducation que moi j'ai reçue, de s'arrêter à un contrôle de police ou de gendarmerie, de présenter ses papiers, de faire ce qu'on nous demande, d'être aussi courtois avec ces fonctionnaires ou militaires qui font leur travail. Pour un certain nombre de nos concitoyens, pour plein de raisons. Ça, c'est pas uniquement dans les quartiers populaires, c'est également dans le monde rural. C'est lié à plein de situations sociales, médico-sociales. Vous avez des personnes qui font demi-tour et qui peuvent... la question, c'est est-ce qu'ils ou elles mettent en danger les policiers ou les gendarmes qui sont en train de les contrôler ? Transformer leur véhicule en arme par destination à l'égard des fonctionnaires de police, des militaires de la gendarmerie ou à l'égard de tiers. C'est-à-dire qu'en fait, faire demi-tour sur une nationale la nuit, ça peut constituer un danger, pardon de le dire comme ça. Donc en fait, moi je pense que, et j'étais rapporteur de la LOPMI et j'étais rapporteur de la loi de sécurité globale, et on a eu des débats, notamment avec Gérald Darmanin sur ces sujets-là. Moi je crois pas que le problème il soit législatif, pardon de le dire. Je pense qu'il y a un vrai problème de la relation des citoyens ou d'un certain nombre de nos concitoyens à la question de l'autorité de la police et de la gendarmerie. Pardon de le dire comme ça, mais je pense qu'il faut l'exprimer. Et je suis un modéré, je ne suis pas du tout toujours quelqu'un qui va dans le même sens, parce que je suis plutôt un défenseur des libertés publiques. Mais il n'y a pas une liberté publique qui permette de refuser d'obtempérer un contrôle de police. Pardon, ça n'existe pas. Magali Lafourcade, alors on voit bien ce qui se passe, c'est-à-dire que refus d'obtempérer, la possibilité avec la loi que les policiers
utilisent leurs armes s'ils sont mis en danger. Et voilà. Largement. Alors, il y a les autres éléments, mais c'est là que c'est parfois peut-être compliqué d'ailleurs à évaluer pour les policiers eux-mêmes. Je ne cherche pas forcément à prendre leur défense, mais est-ce que ça laisse la place, je ne sais pas, à l'arbitraire? Qu'est-ce que vous en pensez de cette C'est là loi où moi je vais diverger avec mon voisin de manière assez nette, parce que la CNCDH avait fait une étude au moment de la loi de 2017, de l'élaboration de la loi. Elle avait rendu un avis qui a été publié au JO, qui montre qu'elle anticipait des pertes humaines avec ce texte qui est très mal rédigé et qui n'est pas accompagné des garanties autour. Parce qu'on peut avoir un texte législatif qui est assez largement, qui ouvre les autorisations d'engagement de la force meurtrière de manière assez large, mais qui derrière est accompagné d'un encadrement sur le terrain adapté, du fait qu'on n'envoie pas des toutes jeunes recrues dans les quartiers les plus compliqués, du fait qu'il y a une formation au cadre juridique et aux situations de stress, parce que donc, comme vous le disiez tout à fait, les policiers sont des êtres humains, donc ils réagissent dans une situation donnée. Donc, nous, ce qu'on observe quand même, c'est que les chiffres sont très inquiétants, puisque sur la décennie 2011-2022, depuis 2017, nous avons 5 fois plus de tirs policiers mortels après un refus d'un conducteur d'obtempérer. En Allemagne, sur cette décennie, c'est 1 mort. Donc, je veux bien que vous disiez que tout à l'heure, c'était les chiffres des tirs, c'était pas les tirs mortels. Voilà. Donc, je veux bien que vous trouviez que ce soit pas un problème, mais il faut comparer les démocraties libérales. Il faut voir par rapport à nos voisins comment nous travaillons. Il faut voir aussi le niveau de défiance que ça induit. Donc, il y a des effets politiques. Il faut traiter ça de manière politique. Et donc, cette loi, elle est mal accompagnée puisqu'on observe une hausse énorme. C'est la Cour des comptes qui le dit. En 2009, c'était à peu près 46% des gardiens de la paix qui se retrouvaient en région parisienne. Aujourd'hui, c'est 71,5%. Donc nous avons des jeunes avec un encadrement intermédiaire qui est très très sous-doté pour pouvoir les encadrer. Et nous avons des gens dont la Cour des comptes dit très clairement que la formation au tir et au cadre juridique du tir est insuffisante. Donc avec tous ces éléments-là, on a une situation qui peut potentiellement être explosive et créer des pertes humaines de manière évidente. Mathieu. Juste pour le téléspectateur, en l'espèce, il ne s'agit pas de jeunes recrues, de jeunes policiers, de ce qu'on a compris, puisqu'ils ont plutôt 38 et 40 ans. Je crois, ces deux policiers. J'ignore leur âge. Par contre, je peux tout à fait compléter vos chiffres. Allez-y. Puisque c'est important, je pense, pour éclairer le débat. Je ne suis pas une fan, une folle des chiffres, mais notamment les chiffres les plus récents qui vous manquaient. 157 tirs sur les véhicules en mouvement en 2021. Et cette année, en 2022, c'est 138. Donc on a une tendance légèrement baissière. Tout comme nous avons une tendance baissière, contrairement à ce qui est dit actuellement, sur l'usage de l'arme d'une manière générale, l'arme individuelle, par les policiers. Puisque jusqu'en 2019, on était à peu près à plus de 300 usages de l'arme par an. Et après 2019, nous sommes descendus à moins de 300. Et pour vous donner juste les chiffres, les derniers chiffres, on était à 290 en 2021. Et puis 285 en 2022. Je vous laisse terminer la phrase, mais là on est dans une bataille de chiffres et je ne voudrais pas qu'on s'y perde un peu avec nos téléspectateurs. C'est les chiffres de l'inspection et qui relèvent et qui comptabilisent tous les usages de l'arme des policiers. Donc c'est extrêmement important de le dire. Le comparatif avec une autre démocratie, en l'occurrence la démocratie allemande, comment vous le recevez? Ce n'est pas un satisfecit pour nous, parce qu'à partir du moment où déjà il y a un tir opérationnel, c'est forcément qu'on a été contraint à le faire, parce qu'il faut le rappeler, ce cadre juridique, qu'il soit en légitime défense ou avec la loi de 2017, répond à une stricte proportionnalité et une absolue nécessité. C'est-à-dire que le policier perçoit un danger qui est dans ce cadre de stricte proportionnalité et absolue nécessité. Donc c'est extrêmement important de le rappeler. Maintenant, pour l'analyse du texte de 2017, je pense que le décorréler juste avec un chiffre de pic, effectivement, il y a eu ce pic en 2017 qui est revenu à peu près au chiffre un petit peu supérieur, mais... Avant, le mais on ne peut pas se satisfaire du chiffre de 13 morts en 2022 lors d'opérations policières de refus d'obtempérer. Enfin, je suis assez d'accord avec vous pour dire dans une démocratie moderne, on ne peut pas se satisfaire d'un chiffre comme celui-là. Complètement, ce n'est pas du tout mon propos de me satisfaire de cela. De vous dire qu'en 2021, il y a eu, enfin 2022, pardon, il y a eu 13 décès, c'est absolument dramatique. On est là-dessus, on partage le constat, on est d'accord. Maintenant, décorréler le texte de 2017
avec des chiffres, et en oubliant le contexte de 2017, qui est quand même un contexte terroriste fort, qui est post-attentat de Nice, post-Viry-Châtillon, post-attentat de Magnanville, donc avec une ultra-vigilance des policiers sur le terrain, et avec le fait qu'ils aient été ultra mobilisés dans une opération Vigipirate intense en 2017, peut aussi expliquer cette augmentation. J'entends cet argument. Je voudrais, on va commencer à ouvrir un chapitre peut-être un peu plus sur les réactions politiques, et ensuite on reviendra sur les refus d'obtempérer en détail. Le temps file, mais on va prendre le temps. Marine Tondelier, la secrétaire générale du Parti Europe Écologie et Verts, parle d'une américanisation de la police française. Est-ce que vous jugez ça exagéré? J'imagine que oui, vu ce que vous nous avez dit précédemment. Ah oui, je pense que c'est complètement exagéré, et que j'entends les réactions de la gauche au Sénat aujourd'hui qui utilisent cette situation particulière, alors qu'encore une fois, nous n'en connaissons pas tous les tenants et les aboutissants, parce que ça viendrait accréditer un certain nombre de leurs thèses. Non, je ne crois pas, et je pense que pour en avoir discuté avec eux, encore une fois, madame, vous représentez l'institution policière, mais discutons avec les agents de terrain. Oui. Je l'ai fait, je le fais souvent parce que je m'intéresse à ces questions régaliennes. L'utilisation de l'arme par un policier ou par un gendarme est une extrémité. Oui. C'est la révélation d'un échec, et pour eux-mêmes, ils savent très bien que le simple fait d'utiliser l'arme engagera des conséquences énorme à titre personnel bien pour sûr, eux, mais en termes de déroulement de carrière, d'enquête, etc. Très bien, mais vraiment, alors pardon de vous interrompre, mais il y a quand même un argument que Magali Lafourcade... Oui, ça j'ai entendu... Regardons les chiffres américains et comparons avec une grande démocratie libérale, je vais vous entendre qui sont les États-Unis d'Amérique. Mais quand même, les chiffres sont d'une autre nature. Pardon, parce que je parle en même temps que vous, c'est pas bien. Mais un mot de réponse quand même à ce que disait Magali Lafourcade tout à l'heure sur le manque d'encadrement, en fait. Parce que ça, c'est une vraie question pour le législateur et puis pour le gouvernement aussi, évidemment. Cette loi, est-ce qu'elle n'a pas bénéficié finalement des moyens nécessaires pour ne pas envoyer, je reprends à peu près vos arguments, les plus jeunes de nos policiers ou gendarmes les moins formés dans des situations les plus compliquées? C'est pour ça qu'on a fait la LOPMI. C'est pour ça que les questions de formation, d'encadrement des unités sur le terrain ont été renforcées. Ça va produire ses effets dans les années qui viennent. Il y a les fameuses 200 brigades sur la partie gendarmerie, etc. Il y a des moyens supérieurs qui ont été affectés à la police nationale. Donc évidemment, mais ce sont des éléments qui sont, pour vos téléspectateurs, qui ne sont pas de dimension législative, ce sont des dimensions de moyens, d'organisation du ministère de l'Intérieur, des forces de sécurité de notre pays, qui sont... Voilà. Mais est-ce que cette situation-là, est-ce que les 13 morts révèlent un déficit d'encadrement des policiers? Je suis en incapacité de vous répondre. Allez, d'autres réactions politiques, et d'abord celle du chef de l'État. Emmanuel Macron, on l'a entendu un peu dans le sujet d'ouverture. Je vous propose de réécouter. Donc, il est à Marseille depuis un peu plus de 2 jours, et il réagissait de là-bas à la mort de Nahel. Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé et la mort du jeune Nahel, et le dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable, et d'abord ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais, et que, évidemment, nous soyons tous informés, que la justice passe. Mathieu, vous avez été frappé par cette réaction de l'exécutif, et notamment du ministre de l'Intérieur. Oui, parce qu'on a assisté à une communication en 2 temps, en fait, avec, pour ainsi dire, un sacré changement de ton, à l'image de la réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il était hier interpellé sur ce drame lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée. Regardez. Dans de très nombreux cas, ce sont des familles de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non, bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge d'ailleurs des conducteurs. Il faut dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers. Alors, les faits se sont produits le matin même, et la prudence reste de mise, mais on voit bien l'axe de défense. Et alors, Gérald Darmanin parlait déjà à l'époque d'une vidéo extrêmement choquante, mais ces présomptions d'innocence, c'est haro sur les refus d'obtempérer. Écoutez-le maintenant, ce matin, aux côtés du préfet de police, Laurent Nunez. Je voudrais évidemment d'abord avoir une pensée bien sûr pour lui, pour sa famille, et leur dire bien évidemment que nous souhaitons au ministère de l'Intérieur, au sein de la police nationale, avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé,
et en respectant le temps de la justice le plus rapidement possible. Donc vous voyez, la parole est beaucoup plus mesurée, émotion et pensée pour la famille, ainsi que exigence de vérité. Il parlera aussi, pour être complet, de présomption d'innocence. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans le même axe. C'est plus le même ton. Pourquoi ce changement? Parce que l'affaire qui avait pris dès hier à l'Assemblée une tournure, j'allais dire, parlementaire ou politicienne, et est devenue, en tout cas elle avait revêtu ce matin, une dimension politique et quasi sociétale. D'abord à cause de l'émotion, parce qu'on rappelle que c'est quand même la mort d'un mineur. Chaque internaute a pu découvrir la vidéo, on en parlait tout à l'heure. Puis il y a eu l'émotion de célébrité, on en parlait aussi. Omar Sy, Kylian Mbappé. Tout ça a sorti ce drame du seul cercle habituel des militants contre les violences policières. Et puis, ce à quoi on a assisté cette nuit aussi, les scènes de colère, d'incendie, de violence, qui ont éclaté dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine, tout ça a fait craindre à l'exécutif une flambée de violence, un peu comme celle que le pays avait connue. On va pas faire le parallèle, mais enfin, si vous voyez à quoi je pense, évidemment, 2005, la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois, ou 2007, le décès des deux jeunes sur une moto percutée par une voiture de police à Villiers-le-Bel. Donc le cocktail paraissait si explosif que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui étaient quand même très discrets hier, sont sortis du bois aujourd'hui sur ce sujet. On a vu le président de la République, on a vu tout à l'heure ce qu'en pensait Elisabeth Borne au Sénat. Et donc voilà, eux aussi disent leur émotion et exigent que la justice soit rendue et en appellent évidemment au calme. Et ce qui se joue dans ce drame, c'est aussi le lien entre la population et la police. Oui, et on sait qu'il s'agit d'un sujet extrêmement sensible pour l'exécutif, qui a été très critiqué pour sa gestion du maintien de l'ordre lors du conflit des retraites. Avant cela, par les manifestations qui avaient émaillé, vous vous souvenez, les discussions sur la loi sécurité globale, ou encore avant cela, sur les manifestations des Gilets jaunes. En fait, l'exécutif n'est jamais parvenu à trouver de position ferme, cohérente, assumée dans le temps sur la question de ce qu'on appelle les violences policières. Pour le ministre de l'Intérieur, ça n'existe pas. Vous vous souvenez de cette petite phrase de Gérald Darmanin, quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement je m'étouffe, qu'il avait prononcé juste après son arrivée à Beauvau. Ouais. C'est plus compliqué pour Emmanuel Macron, candidat en 2017, il les dénonçait. En 2019, chef de l'État, l'expression était devenue inacceptable dans un état de droit pour lui. Puis il y a eu un fléchissement fin 2020 devant le média en ligne Brut. Vous vous souvenez, si vous voulez que je le dise, je le dis. Et puis ça a été de nouveau récusé par ce même Emmanuel Macron dans la dernière campagne présidentielle au printemps 2002 dans Le Parisien. Donc voilà, c'est un impensé politique et on attend ce qui les pose aujourd'hui dans un problème de communication, mais au-delà bien sûr, et on attend de voir comment ils qualifieront le drame d'hier une fois que l'enquête nous aura dit ce qu'il s'est passé. Magali Lafourcade, est-ce que vous employez ce terme, vous, violence policière? La CNCDH a rendu un avis qui a Je rappelle, Commission nationale consultative des droits de l'homme. Voilà, qui a rendu qui est une institution indépendante qui est accréditée auprès des Nations Unies et qui a rendu un avis qui parle de violences policières illégitimes, puisqu'il y a aussi des violences qui sont le monopole de la violence physique légitime. Max Weber, tout ça on connaît bien. Et là, il y a des violences policières illégitimes qui sont effectivement, on est dans un état de déni, alors qu'il faut traiter ce sujet-là. Et ça interpelle la communauté internationale. Donc, tout à l'heure, on parlait d'américanisation, bien sûr. On n'est pas dans une américanisation de la police. En revanche, la France, étant un État de droit, elle est soumise à un certain nombre de conventions internationales qu'elle a négociées, ratifiées souverainement, et qui lui imposent le respect du droit à la vie, ne serait-ce que ça. Et dans le cadre de l'examen périodique universel qui se passe tous les 5 ans, tous les États du monde s'y soumettent. Elle est passée le 1er mai au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur ce sujet-là. Et il est ressorti que la communauté internationale, les autres États, sont très inquiets sur la façon dont les policiers font usage de la force, les policiers et les gendarmes en France. Beaucoup d'États, et des États qui sont nos partenaires, démocratie libérale, etc., se sont inquiétés de ça et ont fait des recommandations à la France pour un meilleur contrôle de la police, un contrôle impartial, pour un encadrement plus strict, pour une meilleure formation des policiers, etc. Donc il y a un véritable sujet, et il y a aussi un sujet qui monte, qui est un sujet autour de la formation des jeunes recrues, aux biais qui peuvent avoir, des biais de stéréotypes et des préjugés qui peuvent faire qu'ils interprètent des situations, tout à l'heure on parlait d'interprétation de la situation de stress, qui interprètent des situations face à des populations qui sont d'origine maghrébine ou noire, et qui se disent, là, je suis dans une situation de danger parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'ils n'ont été pas assez formés et parce que ils sont très jeunes. Alors, je dirais jamais que la police est raciste, ça c'est sûr. En revanche, comme dans toute institution, il y a du racisme. Il y a du racisme dans toutes les institutions parce que le racisme existe et il faut le combattre. Et je pense que le gouvernement en a pleinement conscience. Ouais. Est-ce que, Sonia Fibleuil, il y a une sorte, je retiens le mot déni face à donc, ce que vous appelez violence policière illégitime, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a un déni ?
Non, je m'inscris un faux évidemment sur ces propos. Il n'y a aucun déni puisque nous avons déjà un contrôle interne qui est assez puissant avec l'inspection générale de la police nationale, un contrôle par nos pairs, sous autorité des magistrats, puisqu'on est dans une enquête judiciaire la plupart du temps, doublée d'une enquête administrative qui est donc un contrôle hiérarchique. Donc on a ce double contrôle. À cela se rajoutent les contrôles d'instances extérieures, comme le contrôleur de défenseur des droits, comme les parlementaires qui viennent régulièrement dans nos locaux, comme différentes organisations, ONG, etc. Donc, plus un contrôle social et sociétal qui est important parce que nous vivons au cœur de la population et nous ne sommes pas à part de la population à laquelle nous ressemblons extrêmement, puisque nous sommes issus de ce corps civil. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toute notre particularité. Et nous sommes Mais j'entends vos arguments, sauf qu'il y a cette perception, et là on en vient à la question des refus d'obtempérer, de la défiance entre une partie de la jeunesse et la police. On ne peut pas la nier. Alors je veux bien que ce soit seulement les jeunes qui se fassent des idées, mais pardon. Bien sûr, notre travail est de changer les perceptions. Ça existe, cette défiance. Mais on est complètement d'accord que la défiance existe, dans le sens où il faut, et c'est notre travail, de changer les perceptions. Et tous, nous devons changer nos perceptions. On le voit bien que nous avons tous des biais cognitifs sur tout un tas de sujets. Donc notre travail, et c'est le travail de la formation, je vous entendais parler de la formation, mais les policiers sont formés sur l'usage de l'arme dès la formation initiale. Oui. Ils sont formés sur les contrôles routiers, ils sont formés sur la lutte contre les discriminations, sur la manière de se présenter aux citoyens. Donc oui, bien sûr, au même titre que n'importe quel citoyen d'ailleurs, avec ceci en plus d'aviser que comme il dispose de cette violence, de ce monopole de la violence légitime, eh bien, il doit pouvoir l'utiliser à bon escient et avec rigueur la plus absolue. Loïc Hervé, on va terminer sur cette recrudescence des refus d'obtempérer. Là aussi, les chiffres sont vraiment impressionnants depuis une douzaine d'années. Enfin, ça remonte même peut-être à un peu plus loin. Comment vous l'expliquez, ça ? C'est la manifestation de tendances sociologiques extrêmement fortes dans la société française, de remise en cause de l'autorité, de la relation à l'uniforme, dans bien des territoires de notre nation, dans bien des endroits où cette question-là est une forme de remise en cause. Vous savez, depuis les années 70, énormément de corps intermédiaires structurant la société se sont effondrés les uns après les autres. Et en fait, cette culture commune du respect de celui qui était le maître, le curé, le médecin, le maire, le policier ou le gendarme, qui étaient des éléments assez répandus dans la société française, en fait, n'existe quasiment plus, sauf dans un certain nombre de milieux plutôt privilégiés, où ces traditions-là sont maintenues comme des éléments quasi identitaires. Ce qui est même préoccupant. Est-ce qu'il y a parfois, je dis bien parfois, des torts partagés ? Alors, je crois qu'il y a des... Alors, d'abord, moi, je ne crois pas du tout à la violence systémique dans la police ou la gendarmerie. Je crois que c'est valable au niveau des chefs comme au niveau de la hiérarchie la plus proche du terrain. Il y a vraiment une idée que le recours à la violence est une extrémité et le début d'un échec. Donc ça, j'y crois absolument pas. Je crois qu'il y a des comportements violents individuels. D'ailleurs, on est peut-être devant un comportement individuel extrême qui a entraîné la mort d'un jeune, évidemment. On le verra. En revanche, je pense qu'il y a encore des améliorations de la formation qui sont énormes et qui sont très importantes. Je ne comprends pas qu'on arrive toujours aujourd'hui à avoir des policiers ou des gendarmes qui tutoient les personnes qu'ils ont en face de lui. Ça, je l'ai dit à de très nombreuses reprises. Je ne comprends pas non plus, par exemple, qu'on promette dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie à des gens qu'on leur propose le dépôt d'une main courante. La main courante n'existe pas en droit en France. On le dit, on le répète. Et moi, dans ma vie de parlementaire, régulièrement, on dit « Ah ben, je suis allé à la gendarmerie, je me suis fait agresser, je suis allé à la gendarmerie. Ah ben, on m'a dit de déposer une main courante parce qu'une plainte, vous comprenez, elle sera pas suivie de suite pénale. Ça, c'est très grave, parce que ça veut dire que le citoyen ne croit plus à l'institution qui doit entendre et prendre en charge les choses. Donc en fait, on a des éléments d'amélioration assez significatifs dans la police ou la gendarmerie. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et je vois votre frustration, vous vouliez réagir, mais le débat est terminé. À bientôt sur Public